Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée. Elle n'aimera pas ça, mais je le dis quand même, classée 3e au palmarès de la plus belle femme du monde en 2004. Je sais, ça vous poursuit, Corinne Touzet. Vous n'aimez pas, mais c'est pourtant la vérité. Actrice et productrice française, vous l'avez sans doute vu hier soir dans La Malédiction de Julia sur France 3. Et oui, connue notamment pour le rôle d'Isabelle Florent dans la série Une femme d'honneur sur TF1, Corinne Touzet est désormais le plus souvent sur les planches. Aujourd'hui, elle est à l'affiche de son premier seul en scène, Europeana, une brève histoire du XXe siècle de Patrick Ourednik, mise en scène par Virginie Lemoine. C'est au Théâtre du Chien qui fume à Avignon. Ce sera du 7 au 29 juillet. On va en parler avant peut-être de la retrouver à Paris pour ce seul en scène. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invitée sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Corinne Touzet. Bonjour mademoiselle. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui pour bien sûr découvrir votre actualité. C'est un grand plaisir de vous avoir en face de moi. La dernière fois que je vous ai vu, vous ne le savez pas, mais je vous le dis quand même, on était assises côte à côte et on regardait le spectacle du Roi Lion. Et c'était il y a pas mal de temps déjà. C'est pas vrai, et je devais être avec ma puce en plus. Possible. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va essayer de dire ce qu'on peut dire aujourd'hui sur notre antenne pour essayer de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, Corinne Touzet. Et pour cela, le début, toujours le début. Corinne Touzet, vous êtes née un 21 décembre à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. Votre papa, Bernard Touzet, d'origine martiniquaise. Votre maman, Henriette Dernay, est d'origine... Non. C'est pas votre maman, non, Henriette Dernay. C'est ma belle-mère. C'est votre belle-maman. Alors, votre maman, je crois, est d'origine italienne. Est-ce que ça, c'est vrai? Elle s'appelle Annie, oui. Annie. Donc, Annie, d'origine italienne de son papa. Oui. Quel genre d'enfance vous direz que vous avez eu? Oh, j'ai une enfance un petit peu particulière parce que mes parents m'ont eu très très jeune. Ils avaient 18 ans, donc c'était des adolescents. Donc c'était un petit peu, disons, la bérésina, on va dire, quand ça arrive à ce genre de choses. Néanmoins, j'ai été aimée, protégée par mes grands-parents qui s'occupaient beaucoup de moi. Et j'ai grandi en bougeant tout le temps. Donc mes parents ont déménagé constamment et je pense que maintenant, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je m'en suis rendu compte il y a peu de temps lors de mon dernier voyage, parce que j'ai un peu la bougeotte, que ça doit venir de là en fait. Donc j'ai déménagé déjà 17 fois. J'espère que je vais m'arrêter un jour, peut-être quand je serai à maturité, très tard. 17 fois dans toute votre vie? Ouais, ça fait beaucoup quand même. 17 fois, c'est-à-dire que vous avez déménagé de pays, de ville, vous êtes allé assez loin. C'est intéressant de le savoir. J'ai pas emménagé à l'étranger, mais j'aurais pu, puisque j'ai failli. On m'a proposé du travail avec un contrat ferme, contrat de 5 ans au Canada, parce que je parle anglais couramment. À une époque où je faisais des copros avec la télé française, la télé américaine et tout ça. Et ça a failli. Je ne le regrette pas parce que j'aime beaucoup en fait tout ce qui s'est passé. En fait, j'apprends constamment. Je suis quelqu'un qui apprend constamment, que ce soit des erreurs, des échecs comme des réussites. Je pense que c'est la clé, ça, du travail. Une femme donc en mouvement, toujours en mouvement, qui se remet en question tout le temps aussi. Mais c'est un enfer, ça, par contre. Je connais, je vous rassure, je connais très bien. C'est pas évident, mais ça permet aussi de mieux se connaître. J'ai envie de dire. Peut-être. D'aller gratter. On va le voir dans cette émission. On va essayer. Petite, dès l'enfance, Corinne Touzet, surprenant pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes passionnée par le cirque. Oui. Et surtout les clowns. Oui. Comment vous nourrissez au départ cet amour? Un film, une poupée, une peluche, un dessin animé? C'est très très fort. C'est quelque chose dont je vais avoir besoin d'écrire un jour tout ce que je ressens. Ça me fascine, ça m'émerveille. Ça vous émeut aussi, je crois. Ça m'émeut, oui, parce que les clowns qui jouent seuls sont des grandes solitudes. J'en ai connu quelques-uns. Sont des gens qui ont fait une introspection assez profonde. C'est tout sauf, je le dis depuis des années, mais je le répéterai jusqu'à ma mort, c'est tout sauf tagada prout prout soin de soin. C'est une vraie quête. Et ça, je l'ai appris très tôt. Et je pense que j'ai toujours été touchée par tout ce qu'ils ne disaient pas. Et dans la vie, je suis toujours touchée par les silences. Et c'est
c'est ce qui fait aussi que j'aime le théâtre. À la télé, on est souvent obligé de tout expliquer plusieurs fois. Et au théâtre, il y a droit à ce silence. Et le cirque, c'est ça. La magie, elle opère aussi quand il n'y a pas de texte. C'est de cette curiosité pour les clowns, cette fascination que naît une vocation, parce que vous allez vous former, vous allez au bout de finalement cette quête. Oui. Vous passez votre bac à 16 ans, mais vous allez par la suite quand même aller chercher une formation. Oui. Laquelle ? Où allez-vous ? Parce que je crois qu'elle va vous amener à voyager aussi un petit peu quelque part. Alors en fait, c'est une rencontre, c'est le hasard, parce que mes parents se sont séparés et ma mère est partie vivre à Aix-en-Provence, donc je l'ai suivie pour faire mes études à la faculté de lettres. Et j'avais fait un petit peu de théâtre au lycée et je cherchais à en refaire, ne sachant pas très bien du tout comment ça se passait parce qu'on était d'un milieu très très éloigné de celui du spectacle. De fil en aiguille, à la faculté de lettres, j'ai rencontré des acteurs. J'ai passé un diplôme d'animatrice socio-culturelle en apprenant aussi la mise en scène, la fabrication des costumes, la psychologie des personnages. Et j'ai rencontré donc Yves Quignot, qui est un clown professionnel, qui avait une école de clown. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et on était toute une bande d'inconnus, de gamins, hein, pas dégrossis, mais il nous a appris énormément. Et on a fait du théâtre de rue. Et ça, c'est la base de mon apprentissage. Vous allez donner des cours, vous aussi, je crois, Corinne Touzé, même des cours d'acrobatie. Oui. Est-ce que ça, c'est une légende ou c'est bien vrai ? Non, c'est vrai. Bah, j'étais très sportive et quand je suis arrivée à Paris, j'étais fauchée comme les blés. Il fallait que je trouve du travail. Et un ami qui s'appelle Alain Hillel, je le salue, qui vit dans le Midi maintenant, qui doit être à la retraite, je pense, avait une école qui s'appelait le Taille Théâtre, voilà, rue Vieille du Temple. Ouais. Et Alain m'a proposé très gentiment de faire ce que je savais faire le mieux, et donc de faire le clown, et donc de donner des cours de clown dans son école. Et il y a très peu de temps, ça m'a touchée. C'est un petit post sur LinkedIn de quelqu'un qui m'a écrit: je suis content de pouvoir vous écrire. Vous avez été ma prof, j'ai été votre élève, donc ça m'a touchée. Ça remonte à. On aurait pu retrouver cette personne. Hein. J'aurais bien aimé faire ça à l'antenne. Et alors, vous allez monter des spectacles de rue, Corinne Touzé. Vous jouez aussi votre spectacle qui démarre forcément. Le titre semble évident maintenant que vous racontez tout ça, qui s'intitule Femme Clown. Et après quelques spectacles, vous tentez votre chance à Paris en 81. Vous tournez très vite finalement en 82 dans votre première série télévisée, Marianne, une étoile pour Napoléon. Marianne, pardon. Une étoile pour Napoléon, diffusée quotidiennement sur Antenne 2. Comment vous avez eu ce rôle et quels souvenirs vous en gardez? Parce que dans cette émission, on aime bien les débuts. Ah oui, ah oui, j'ai jamais autant parlé de mes débuts. Alors, c'est un feuilleton que je risque pas d'oublier puisque c'est le premier. C'est la première fois que je voyais une caméra de ma vie. Je le dois à une rencontre absolument improbable avec Jean-Claude Drouot, qui était pour moi Thierry Lafronde. Les gens de ma génération se souviendront de leur enfance. C'était un feuilleton en noir et blanc qui m'avait, que je regardais en cachette de mes parents. Enfin bon, bref. Et en arrivant à Paris, je suis allée pointer à la SFP rue des Alouettes, qui était un des plus grands studios de tournage de télévision, que ce soit les Carpentiers pour les séries, la variété, que pour les séries. Et Marion Sarraud était la réalisatrice depuis plus de 20 ans des Maretti Gilbert Carpentier, et c'est sa première fiction, Marianne. Et en fait, ce jour-là, c'est le hasard. J'ai franchi la barrière des vigiles en bas. Je n'avais pas rendez-vous. J'ai appris qu'il y avait un casting grâce à Jean-Claude Drouot. Je suis montée au 4e étage. J'ai toqué à la porte. Et il y a une dame que je connais bien, qui s'appelle Catherine Jurquet, maintenant que je connais bien, qui était là, qui était la directrice de production de cette série, qui m'a regardée avec les yeux un petit peu écarquillés. Et j'ai dit la vérité. Et je voyais qu'elle souriait. Je me suis dit, il se passe un truc. Bon. Et elle me dit, je vais voir si Marion peut vous recevoir. Donc déjà, moi, j'étais dans tous mes états. J'avais 21 ans, quand même. Et en fait, ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'ils cherchaient leur héroïne depuis un moment. J'ai passé des auditions. J'en ai passé beaucoup. Ça a duré, je sais pas, 3 mois.
il fallait que le producteur accepte que ce soit une inconnue, en fait, que ce soit moi. Et il voulait une blonde aux yeux bleus. Alors moi, j'étais brune avec les yeux verts. Donc ça n'allait pas du tout. Et en fait, c'est Marion qui a tranché entre une blonde qui était formidable, qui avait passé les essais comme moi. Et on était 80, et moi. Et c'est Marion qui a voulu que ce soit la brune aux yeux verts. Mais parce qu'elle a craqué sur vous. C'est un coup de foudre, entre guillemets. Ça a été une grande histoire. Ouais. Une grande histoire. Et c'est quelqu'un que j'ai retrouvé sur La Femme d'honneur en 1994, puisque c'est elle qui a réalisé le pilote. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma carrière. On va voir que dans votre carrière, les femmes sont un petit peu au cœur, je pense, notamment au théâtre. On va y venir dans un instant. Mais dans la progression, l'année suivante, vous jouez dans le film La Rumba de Roger Hanin. Vous interprétez votre premier grand rôle au cinéma. Et puis 9 ans vont passer avant un grand succès. Mais d'abord, j'ai envie de savoir, que s'est-il passé pendant ces 9 ans, Corinne Touzet? Je me souviens pas de tout. Je vous avoue, là j'ai fait une émission hier, on m'a dit des titres, je les avais zappés à complet. J'ai enchaîné en fait. Ouais. La Marianne, ça a été un succès formidable. C'était un feuilleton qui était digne des Rois Maudits en fait, puisque c'était filmé avec des plans de séquences de plus de 8 minutes avec 5-6 caméras. Et après, un rôle a amené un autre rôle. Je peux pas vous dire que c'était des chefs-d'œuvre, non, pas du tout, mais j'apprenais à chaque fois. Donc moi j'ai appris sur le tas. J'ai appris au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des rôles, au fur et à mesure des metteurs en scène. J'étais pas dégrossie, j'en faisais trop parce que je venais de la scène. Donc au cirque on joue à 360 degrés. Je suis du sud, donc je parle avec mes mains. Donc il a fallu comme ça que je me bâillonne, que je réduise. J'ai travaillé. Et comme je parlais anglais couramment, j'ai eu cette chance de pouvoir passer des castings pour des séries étrangères. J'ai même tourné en allemand, j'ai tourné en Italie, en Espagne, en Bulgarie, en Roumanie, en Russie, au Canada, à Luxembourg. C'était merveilleux. Donc ça me fait toujours sourire quand les gens disent La Femme d'honneur, c'est votre premier grand rôle, mais non, pas du tout. C'est juste la série qui a marqué les gens. Mais je travaillais depuis plus de 20 ans déjà, et simplement il y a eu ce score absolument incroyable. Voilà. Et justement, vous venez de vous en parler, ce rôle, l'héroïne de la série de TF1, Une Femme d'honneur. Vous êtes dans le rôle d'Isabelle Florent, une adjudant-chef, puis lieutenant très sympathique, pleine de joie, de bonté. C'est une des séries préférées des Français, et c'est sans doute pour ça, évidemment, qu'elle a marqué Corinne Touzet. Vous restez ce visage très important, et vous êtes ce visage pendant de nombreuses années quand même, de 96 à 2007. Quel recul alors vous avez aujourd'hui sur ce rôle? Comme on m'en parle tous les jours, et dans toutes les promos que je fais pour mon spectacle, on me parle longuement de la série. Moi, je vous dirais que ça, on va pas s'y attarder, mais aucun problème. C'est un personnage que j'adore, c'est une série que j'adore. Juste, on est en 2023, donc j'ai arrêté en 2008. Il y a une grande évolution depuis, évidemment. 2023, je sais pas combien ça fait, mais ça fait beaucoup. Ça fait quelques années. Donc, je peux pas ne pas en parler, et je ne peux pas ne pas en être fière. Je suis fière de ce travail. On est fiers quand on se voit avec les copains. On a eu cette chance. C'est pas donné à tout le monde d'avoir autant de succès. C'est pas donné à tout le monde de faire des audiences pareilles. Je suis fière, et aussi parce que les gens, on les a accompagnés. Et là, je reçois, puisque je suis en promo, je reçois des messages absolument incroyables de gentillesse, de tendresse, de gens qui me disent on vous voit pas, on vous voit plus. Pourquoi vous nous manquez? Et je regarde tous les épisodes. Alors il y a des gens incroyables qui me disent je les ai déjà vus 10 fois, 15 fois, je les connais par cœur, mais je les regarde à chaque fois parce que c'est rediffusé en permanence. Donc non, ça me touche, au contraire. Dans le même temps, vous allez créer une première société de production. Vous allez produire un premier téléfilm, et demain Paula, 11 téléfilms, je crois en tout, peut-être un peu plus aujourd'hui, Corinne Touzet, dans lequel vous allez notamment jouer un parfum de Caraïbes. Et je pense que ce téléfilm précisément est cher à votre cœur. Oh, ils le sont tous. Alors, la vérité, c'est que tous les gens de mon équipe le savent. Chaque film est un bébé. Chaque spectacle est un bébé, dans le sens où il y a une gestation évidemment avant. Il y a un long travail d'écriture avant. Après, il y a 2 ans de prépa avec le tournage. Oui, ça fait 3 ans à chaque fois. Donc, ça a été beaucoup de travail. Et Parfum de Caraïbes, vous m'en parlez parce qu'il a été tourné en Martinique, que je l'ai dédicacé au générique de fin à ma grand-mère, qui était donc née
au Lorrain, sur l'île de la Martinique, et c'était la première fois que je tournais en Martinique, donc c'était évidemment un moment important. Et dans ce film, j'avais une grand-mère merveilleuse qui est une chanteuse très connue en Martinique qui s'appelle Joby Valente, et donc je lui fais un petit coucou, on sait jamais. Et voilà, oui, chaque téléfilm a été une grande fierté pour moi. On n'est jamais descendu en dessous de 7 800 000 téléspectateurs, donc il y a de quoi être fier. Ça a été une belle partie d'investissement de plein d'auteurs merveilleux avec qui j'ai adoré travailler. Après, il y a les équipes, toutes ces équipes. Il y a des gens qui sont partis maintenant depuis, comme mon chef opérateur que j'adorais, Jean-Pierre Alifa, qui avait fait toutes les femmes d'honneur avec moi et qui a fait tous mes films. Et puis des metteurs en scène, voilà, que j'ai retrouvé après par la suite. Donc c'était une autre époque, hein. Il y avait pas toute cette concurrence, il y avait pas, on tournait en film, hein, on tournait pas en vidéo. Les tournages étaient beaucoup plus longs. On tournait des fois de 28 à 30 jours. Maintenant, on fait un téléfilm en 16, 17, 18 jours. Vous vous rendez compte? Ouais. Mais bon, les choses évoluent et c'est juste une partie de mon parcours. Oui. Bien sûr, une partie du parcours où très tôt, finalement, la télévision vous happe, vous offre de beaux rôles au cœur de séries qui, certes, vous apportent notoriété, amour du public et qui vous ont occupé quelques années, de nombreuses années, mais vous avez cet amour très fort aussi que les gens peut-être savent moins avec le spectacle vivant, la scène et on vous a vu au théâtre dans Mobile Home, dans Personne n'est parfait, Soif, Journée particulière qu'on va évoquer longuement en deuxième partie de cette émission, Un nouveau départ, Voyage en ascenseur, Alors on s'aime, Mots d'amour et la dernière, Juste une embellie, une pièce de l'auteur britannique David Haar, créée au Théâtre des Gémeaux pendant le Festival d'Avignon, que vous avez joué, que vous jouez peut-être encore en tournée avant de passer à la suite. Ça y est, c'est fini. Ça vient de s'arrêter. C'était avant-hier, la dernière, et nous étions au Lucernaire à la rentrée, et oui, c'était un très beau moment. C'est un duo avec une comédienne merveilleuse qui s'appelle Raphaëline Goupillot. C'est une très très belle aventure, une histoire de femme, des personnages abandonnés un peu comme ça, de solitude qui se retrouvent. J'ai adoré jouer ce texte. Aujourd'hui, Corinne Touzé, on vous retrouve dans votre premier seul en scène intitulé Europeana, une brève histoire du XXe siècle qui raconte tout ce qui s'est passé, ou au moins un bon bout de ce qui s'est passé au XXe siècle en Europe. C'est mis en scène par Virginie Lemoine, que nous avons reçue il y a peu et qu'on embrasse bien fort. Vous allez jouer cela au Théâtre du Chien qui fume du 7 au 29 juillet à 15h à Avignon. Il s'agit du livre tchèque le plus traduit dans plus de 26 langues. On va en parler encore une fois longuement dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, comment cette adaptation est arrivée dans vos mots? Dans vos mains? Dans vos mots. Dans mes mots, je lis. Pardon, j'aurais pas dû vous reprendre. C'est trop élégant, j'ai pas l'habitude, vous comprenez. Alors, en fait, je jouais au Lucernaire, donc, l'an dernier, et Franck Desmet, qui est le directeur de la Huchette, qui était dans un seul en scène aussi, dont le titre va pas me revenir maintenant, on se croisait dans les coulisses tous les jours, il repassait sa chemise dans le couloir, juste devant la porte de notre loge, parce que c'était tout petit. Alors ça me fait sourire, parce que vous dites repasser la chemise, et je crois que sur scène, je repasse. C'est une femme qui repasse. C'est une femme qui fait pas mal de choses. En l'occurrence, elle repasse. Et il me dit, voilà, écoute, j'ai reçu ça. Et là, depuis que je te croise tous les jours, ça me turlupine, je pense à toi, je vais pas pouvoir le faire, lis-le. Et je le lis et franchement, je me dis, c'est absolument impossible de monter ça sur une scène, c'est absolument pas théâtral. Et ça, je le lis, je le relis, et en même temps, c'est curieusement passionnant et je dis qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis ça fait des années que je veux travailler avec Virginie Lemoine, j'ai vu tous ses spectacles, je suis bouleversée par son travail, il est très touchant, très percutant, elle choisit toujours des choses assez pointues, et je me dis en fonction de sa réaction, je prendrai ma décision puisque je produis tous mes spectacles, donc bon. Et je m'étais dit, elle aime les choses avec beaucoup plus d'humanité que ça. Ça risque de pas lui plaire. Et donc, je la préviens. Je lui dis, écoute, tu vas être étonnée. C'est pas évident. Ça demande un travail copieux. Mais dis-moi ce que t'en penses. Elle me rappelle, elle me dit exactement ce que je viens de vous dire. Elle me dit, c'est absolument pas théâtral. Je vois pas du tout ce qu'on peut en faire.
Et puis on parle, et puis en fait, les jours passaient, ça nous turlupinait, quoi. Et là, je me suis dit, si ça nous tient comme ça dans la tête, c'est qu'il y a une raison. Bien sûr. Donc il faut qu'on bosse. Et donc on s'est vu beaucoup. Ça a été adapté par une jeune femme formidable qui est comédienne, qui s'appelle Jade Lanza, et qui a fait un travail de titan, parce que pour adapter ça pour la scène, c'est vraiment un travail colossal. Et nous, avec Virginie, on l'a ramené vers notre univers, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous avons ajoutées, des choses qui nous tenaient à cœur, comme l'écologie ou les violences faites sur les animaux, la contraception, le mai 68, la libération de la femme. On a pris, on a dosé, on a lu, relu, on a essayé. Et au fur et à mesure, on s'est toutes les deux rendu compte qu'on était en train de faire un ovni un peu. Et il fallait qu'on trouve... À l'image du livre aussi. Oui, c'est ça, exactement. Et on s'est attelé à ça, il y a quelques mois. Et on est très fiers, je crois, l'une l'autre. C'est un spectacle qui va être très original. Virginie a trouvé une formule que je vous donne parce qu'elle date de la semaine dernière et je l'aime beaucoup. Parce qu'on va tracter toutes les deux dans les rues d'Avignon avec notre petit sac à main. Elle a écrit l'histoire du XXe siècle, comme vous ne l'avez jamais entendu, racontée par Corinne Touzé, comme vous ne l'avez encore jamais vu. Et c'est ça, parce que c'est votre premier seul en scène, oui, Corinne Touzé. C'est un défi, ça, pour vous aussi? Alors, c'est un défi, c'était un désir depuis longtemps, mais je pensais un jour raconter les tas d'anecdotes qui me sont arrivées dans ma carrière, et il y en a un paquet, puis faire rire les gens, etc. Alors là, je vais faire rire les gens aussi, mais je ne peux pas faire rire les gens avec la guerre mondiale et l'Holocauste et les camps de concentration, mais ce qui est formidable dans la façon dont Virginie a décidé de mettre ce texte en image, c'est qu'on est dans le quotidien d'une femme normale, d'une femme ordinaire. Donc elle va préparer son petit déjeuner, elle va faire sa gym, elle va faire du vélo d'appartement, elle écoute de la musique, elle danse, et elle raconte tout ça à voix haute. En fait, elle est en train d'écrire. Elle est en train d'écrire ce spectacle dans son petit carnet orange. Elle déroule un peu comme un ruban. Absolument, c'est exactement ça. Donc je raconte pas tout, mais sachez que je ne suis pas venue ici par hasard, parce qu'il y a tout un pan de ce spectacle qui est consacré à l'Holocauste et qui nous tient toutes les deux très très à cœur. Et quand je parle, bonjour mademoiselle, elle a eu raison Virginie, elle m'a dit décortique les mots. Donc, camp de concentration, c'est vrai que solution finale, ce sont des choses dont on ne parle plus guère, sauf évidemment quand il le faut, quand on parle ou qu'on rend des hommages. Ce spectacle, c'est aussi ça, c'est un devoir de mémoire, car ce siècle, il a été fulgurant aussi avec toutes ces violences, mais aussi avec ces progrès démesurés, ça a été à la vitesse de l'éclair. Et en fait, on s'est aperçu, en ayant terminé ce travail, et je m'arrête parce que je parle longtemps, que on pourrait en faire encore 2-3 autres des spectacles à partir de ce livre. Tellement il y aurait de choses à dire. Et il y a tellement de choses à dire qu'on va continuer à en parler dans un instant. Corinne Touzé, le temps pour nous de faire une petite pause, d'une part de publicité, mais aussi d'écouter le rappel des titres sur l'antenne de Radio J. On revient dans un instant avec Corinne Touzé. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Alexandra Senigou. Rebonjour Alexandra. De l'actualité en Israël, un porte-parole de Tsahal dénonce le déchaînement de violence de certains habitants d'implantation à Tour Moussaïa dans le Judée-Samarie et que l'armée n'a pas réussi à les empêcher. Des violences au cours desquelles un Palestinien a été tué hier après-midi. Des Israéliens ont incendié des terrains agricoles et des habitations peu après les obsèques des dernières victimes de l'attentat d'Eli hier après-midi. Au chapitre sécuritaire, le Hezbollah justifie sa position en territoire israélien en disant qu'il s'agit de terres libanaises. Le journal libanais
Al-Akbar explique ce matin que l'organisation terroriste qui a établi un campement sur les hauteurs du Golan estime que le Liban a le droit d'accéder à la zone, que ce soit ses institutions officielles ou ses résidents. Pour le moment, Israël se serait tourné vers l'ONU au Liban pour régler la question. L'actualité en France, le leader du parti Reconquête, Éric Zemmour, porte plainte contre un cheminot de la CGT pour antisémitisme. Le chef du parti d'extrême droite était venu présenter son dernier livre à Limoges hier. À la gare, il a été pris à partie par un cheminot, Frédéric Tronche, qui lui aurait demandé s'il prenait le train pour Auschwitz. L'homme a été interpellé par la police. Diplomatie, une centaine de chefs d'État sont réunis à Paris aujourd'hui. Objectif de ce sommet, aborder la réforme du système financier international afin de mieux armer les pays du Sud face au changement climatique et à la pauvreté. Radio J. Et merci beaucoup pour ce journal, Alexandra Sénigou. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite, une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Corinne Touzé et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Léa Moscona. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités de 6h à 10h au menu politique, culture, société, santé, judaïsme et histoire. On est dans l'air du temps tous les matins de 6h à 10h. Radio J. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre dossier spécial, Netanyahou a-t-il perdu la main dans un contexte de plus en plus tendu, tant sur le plan politique que sécuritaire? Quand l'examen de la réforme de la Cour suprême à la Knesset doit-il reprendre? Pourquoi la Maison-Blanche multiplie parallèlement les pressions sur le Premier ministre avec les décryptages de Meir Habib et de Yom Tov Kalfon? Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité Corinne Touzé à l'affiche de son premier seul en scène, Europeana, une brève histoire du XXe siècle, du 7 au 29 juillet à Avignon. Corinne Touzé, on apprend énormément avec vous dans ce spectacle. Vous racontez le XXe siècle, comme on déroule un ruban, on le disait tout à l'heure, de l'invention de l'électricité en passant par les 2 guerres mondiales, leurs conséquences, la bombe atomique, l'évolution des religions, mai 68, contraception, société de consommation, les voyages sur la Lune, jusqu'au bug du millénium et même l'Holocauste, dont vous avez dit qu'il constitue une très grande partie de ce spectacle-là qui vous tient à cœur. Oui, absolument. J'ai envie de le faire. On n'était pas obligés, hein? Non, vous n'étiez absolument pas obligé. Mais là, je vois que ça vous oui, émeut. ça me touche. Ça me touche parce que je suis ici et puis ça me touche parce que je viens d'entendre une horreur là. Oui, je suis par rapport à Éric Zemmour, à qui on a dit vous prenez le train pour Auschwitz. Ça me dépasse. C'est des choses qui me font peur même un petit peu. J'ai fait ce spectacle sans mentir aussi pour ma colère depuis la guerre en Ukraine et cette comment vous dire ce sentiment d'être inutile, ce sentiment que tous ces progrès, que tout ce qu'on invente, y compris les fusées qui vont sur la Lune, que ça ne sert à rien en fait, parce qu'on est tous en train de s'entretuer à 200 bornes de chez nous, que les gens se tirent dessus à Paris, que voilà, je vais pas commencer, mais si vous voulez, voilà, je suis pas dans ce récit de façon anecdotique. J'y suis parce que je pense qu'il faut transmettre, qu'il faut parler au plus grand nombre et que la jeunesse c'est notre seule solution. J'ai une fille de 29 ans et je m'aperçois de ça tous les jours. Donc il faut obliger les gamins à lire, à aller au cinéma, au théâtre, faut leur expliquer, faut leur réexpliquer. Mais nous, ce qui est génial avec Virginie, c'est qu'on le fait de façon ludique. Donc si vous voulez, pour un prof d'histoire, de venir avec sa classe, de les asseoir, parce que l'histoire, vous voyez, et de cette manière-là, c'est une manière... Ouais. Je m'ennuie à mourir. Pourtant, Dieu sait si j'aimais les livres, j'adorais ça. Mais je m'ennuie à mourir en cours d'histoire. Là, il y a des images, vous voyez, c'est formidable, c'est en 1h20, c'est boum, 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 et ça va imprimer, je suis sûre que ça va imprimer. Corinne Touzé, effectivement, je pense que la manière dont vous nous le racontez, c'est un spectacle tout à fait utile parce que ça permet aussi à la jeunesse et puis à nous-mêmes de réaliser ce qui s'est passé avec donc ce 21e siècle. Est-ce que il y a un mot de fin
qui vient un petit peu... Je ne veux pas vous le dévoiler parce que ça a été un sacerdoce de trouver cette fin, mais cette dernière phrase a une importance énorme pour Virginie et moi. Mais je peux pas vous la dire. Ah non, mais je n'en doute pas. Non, mais il faut surtout pas la dire parce qu'il y a que une phrase de fin. C'est une manière d'attiser cette curiosité. Mais qui va entraîner aussi beaucoup de réflexion. Elle est magnifique. C'est une phrase de Patrick Orelli. Alors, je ne veux pas savoir quelle est la phrase, mais est-ce que, d'après ce que moi je ressens, c'est une manière de dire que quelque part, toutes ces évolutions, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, c'est... Moi, je trouve qu'on est là, on est dans le mur. Mais il y a des solutions. Il y en a. Mais il faut juste qu'on s'arrête de courir. Corinne Touzet. Qu'on se pose, en fait. Corinne Touzet, est-ce qu'il y a des chances que ce spectacle soit joué à Paris à la rentrée? Mais alors, c'est bien le but, sûr. C'est le but. Et vous viendrez, j'espère. Alors, je vous promets que je viendrai. C'est une promesse que j'assurerai avec grand plaisir. Et j'ai une très grande curiosité à venir découvrir ce spectacle qui se joue donc pour la première fois à Avignon. Absolument. Merci beaucoup. On va poursuivre avec encore du théâtre qu'on ne laisse pas pour autant parce qu'on va parler de quelque chose qui vous tient à cœur avec Emma Scali. On part au théâtre sur Radio J. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle. Bonjour Corinne Touzet. Bonjour, quelle voix. C'est gentil, merci. Ah bah vous partagez quelque chose en commun, qui est quand même la scène. Alors aujourd'hui, parce que votre nouveau spectacle parle du XXe siècle, mais aussi parce que vous l'avez magnifiquement interprété, chère Corinne, et que la pièce va être reprise avec Laetitia Casta et Roche Dizem à la saison prochaine, je voulais vous parler de la sublime journée particulière d'Ettore Scola. Alors pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce chef-d'œuvre, je vous propose d'en écouter la bande-annonce du film exceptionnel avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni. Annunciato da un colpo di cannone, ecco il treno del Führer. Le bimbe innamorate, gli aranci comprate, hanno il magico sapore d'un bacio. De quoi ça parle? Eh bien, nous sommes le 6 mai 1938. Hitler rencontre Mussolini à Rome. Tout le quartier est dans la rue pour assister à l'événement, sauf Antonietta et Gabriele qui sont restés seuls dans leur immeuble. Par hasard, ils vont faire connaissance, se parler et se livrer l'un à l'autre. Grâce à un petit oiseau. Tout à fait. Je ne vais pas tout dévoiler. Ah mais c'est très important. Elle, c'est l'épouse trompée, mère de 6 enfants et inconditionnelle du Duce. Lui, le journaliste homosexuel, intellectuel brillant mais discriminé à son travail, mis au banc de la société et quitté par son amant. Cette improbable rencontre va rapprocher ces deux êtres que tout oppose en faisant résonner l'intime avec la grande histoire. Le récit permet alors de soulever plusieurs questions fondamentales, celle de la condition de la femme, celle de la place de l'homosexualité aussi dans nos sociétés. Mais avant tout, est-ce qu'on pourrait dire, Emma Scali, que c'est en premier lieu l'histoire de deux âmes qui se retrouvent seules mais ensemble? De solitude. Oh oui, absolument, absolument, Cyrielle, c'est exactement ça. En fait, ces deux individus sont très différents et ils font connaissance dans un contexte qui est extrêmement singulier. Chacun est dans son isolement, dans sa solitude, comme vous disiez, Corinne, et soumis au diktat. En fait, en rencontrant l'autre, ils découvrent une forme d'écoute qui leur permet de révéler leurs secrets les plus personnels et d'accéder ainsi, d'où le petit oiseau, à une forme de liberté. À l'origine, la première idée d'Ettore Scola était de faire un film sur les rapports interpersonnels dans la société. Puis il a pensé que l'histoire pouvait, je cite, être encore plus exemplaire et plus utile si cet isolement, cette répression était représentée non d'une manière seulement psychologique, subtile, souterraine, mais d'une manière apte à montrer vraiment l'aberration que constitue cet isolement. Et où l'aberration peut-elle justement se donner le plus à voir que dans une dictature, celle-ci ayant naturellement les instruments de répression directe, des instruments violents, immédiats. Or, ces instruments peuvent toujours, malheureusement, être d'actualité. C'est tout l'enjeu d'un tel spectacle aujourd'hui, montrer que tout le système de mise à l'écart peut
encore aujourd'hui avoir la même matrice et finalement le même pouvoir. Autrement dit, Emma Scali, à travers cette œuvre, le spectateur se retrouve interpellé avec puissance. Absolument. En fait, il est immédiatement pris à partie. Qu'en est-il de ses valeurs, de son propre isolement? Le texte pousse à s'interroger. Qu'en est-il de notre rapport à l'intolérance et à nos propres mécanismes de repli, à nos croyances, à nos dénis, à nos faux semblants? Mais la pièce n'est pas que cela. En fait, la pièce, c'est aussi une ouverture à l'amour et à notre besoin de transcendance. À travers leurs différences, avec cette toile de fond de répression, Antonietta et Gabriele nous parlent de notre humanité. Notre humanité la plus complexe et la plus riche aussi, entre rire, larmes, impuissance et espoir. Et j'imagine probablement que c'est l'une des raisons aussi qui vous avez poussé, Corinne, à vouloir en obtenir les droits, créer un spectacle fort sur l'altérité et la rencontre. Waouh, je suis sciée. Oui, non, c'est magnifique ce que vous avez. J'ai vécu 4 ans avec elle, donc ça me bouleverse que vous en parliez comme ça. C'est un chef-d'œuvre, oui. Ouais. C'est un spectacle que j'ai adoré, mais c'est plus qu'adoré. J'ai été aux côtés de Jérôme Anger dans une mise en scène de Christophe Lidon. On a joué partout, on a joué à Paris, en province, les gens étaient debout à la fin. C'est effectivement une pièce qui résonne. Et qui résonnait donc, puisque moi ça remonte, je sais pas si vous avez l'année, je ne l'ai pas, mais c'est 2 solitudes. Mais alors ce qui est merveilleux, c'est que cette femme n'avait jamais ouvert un livre de sa vie, n'était pas allée à l'école. C'est une femme qui a fait des enfants, qui a été malmenée, qui rencontre un homme cultivé, passionnant, érudit, mais homosexuel. Et elle tombe amoureuse de lui. Et elle comprend pas elle comprend pas. Elle a envie de l'embrasser, elle est attirée par lui, parce que c'est la première fois qu'un homme la regarde comme ça. Vous vous rendez compte, ce qu'il a écrit, Ettore Scola, c'est d'une force. Et j'ai rencontré Ettore Scola, j'ai tourné beaucoup en Italie, à Rome, à Cinecittà, et je suis allée lui demander les droits, et j'étais comme ça, je tremblais des pieds à la tête, ce qui m'impressionnait énormément. Il avait fait des films comme La Terrasse, qui était un pur chef-d'œuvre. Et je vous jure que c'est vrai, ça s'est passé comme ça. J'étais debout, j'ai pas osé m'asseoir. Il était assis, il était à son bureau. Et je lui explique, il me regarde. Il avait des lunettes et cheveux gris, c'était un très bel homme. Et il me regarde comme ça. Ma perché no? Alors je dis, ça veut dire oui. Alors je dis que ça, une dingue. Et ça s'est passé comme ça. Et voilà. Ma plus grande tristesse ou regret, c'est que Sophia Loren n'ait pas pu voir le spectacle. Ça, je ne m'en remettrai jamais, parce que c'est quelqu'un que j'ai adoré, adulé. Voilà. Oui, mais merveilleux. Je suis trop contente que de rencontrer. Est-ce qu'on peut faire une conclusion là, Eva, parce que c'est compliqué de conclure après ces mots. Eh bien, la pièce est un échange bouleversant, comme celui qu'on vient d'avoir, comme aussi celui de votre rencontre avec Ettore Scola. Je crois qu'en fait, c'est ça qui est animant presque, parce qu'il y a de l'engagement, un engagement qui fait écho à des sujets très actuels dans une atmosphère étonnamment légère et gaie aussi, en passant du sourire à l'émotion pour aborder des thématiques bien sûr très très profondes. Et si le pari n'est évidemment pas gagné d'avance de reprendre ce chef-d'œuvre dans une pièce de théâtre, il devrait à mon avis être à nouveau remporté haut la main, tant l'engagement à vouloir donner à voir une telle œuvre est puissant et fort. Merci beaucoup Emma Scali. Et puis parce que le fil est un petit peu tendu entre cette œuvre et celle que vous défendez aujourd'hui, Europeana, Corinne Touzé, je ne peux pas ne pas vous poser cette question-là, qui est quel lien, qu'est-ce que vous avez avec l'histoire finalement de la communauté juive et... Oh, je vais pas avoir le temps là. Cette communauté juive fait partie de ma vie depuis toujours. Mais il y a des choses dont je peux pas là. Vous m'avez prise de court. Je peux pas trop parler de ça. En tout cas, ce n'est pas anodin. Voilà, c'est tout ce que je vais dire aujourd'hui. Parce que sinon, on n'aura pas le temps. Mais on aura le temps, parce qu'on va le prendre le temps. Corinne Touzé, je peux certainement pas. Les auditeurs vont se dire, elle est folle de pas lui demander. Donnez-nous un petit bout, parce qu'il y a forcément quelque chose de très profond. C'est une histoire d'amour, de rencontre. Une rencontre qui vous des rencontres, mais des belles rencontres. Des belles rencontres. Oui, parce que je faisais partie de ces gens, ces ados qui n'avaient pas conscience justement de tout ça. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert les yeux.
Et à partir de là, mais en plus, alors que vous voyez que j'arrive pas à décortiquer. C'est parce qu'en fait, j'ai le sentiment d'avoir besoin d'évoquer certains sujets de société plus même que de faire mon métier. J'ai besoin d'aider les animaux, vous le savez, voilà, de défendre la veuve et l'orphelin, de faire que les gamins aient accès à la lecture, que les écoles arrêtent de fermer. Voilà, tout ça, c'est ma vie. C'est ça, parce que votre vie, plus important que moi-même. Elle est au service aussi d'un engagement humanitaire. Oui, absolument. Quand on voit tout ce que vous défendez, que je peux pas entièrement citer, mais je l'ai sous les yeux. Il y a beaucoup de choses. Vous êtes marraine de l'association Un regard, un enfant. Vous êtes porte-parole de l'AFPA. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous avez rejoint le club des ambassadeurs de la Fondation Claude Pompidou qui vient en aide aux personnes rendues vulnérables par la maladie, le handicap, le grand âge depuis 70. Il y a beaucoup de choses dans votre vie qui vous tiennent à cœur. Enfin, ça se voit, hein, ça se transmet très vite. On voit que vous êtes une grande hypersensible. Alors, j'ai été diagnostiquée. Par contre, ça se diagnostique. Hein. Je suis hypersensible, mais c'est une maladie. C'est-à-dire que je suis comme un buvard. Voilà. Ouais, mais on est des milliers. Avant, on n'en parlait pas de ça, mais on est des millions dans le monde. Mais donc moi, je le gère parce que je fais un métier qui permet que ça sorte. Je pleure comme je ris, mais voilà, je suis habituée, c'est depuis toujours. Mais par contre, j'ai le sentiment que rien n'est anodin, et j'aimerais quelquefois, voilà, pouvoir être légère, un peu d'insouciance. Voilà. On aimerait jeter un peu et c'est pour ça cette tête qui grâce tourne. à Virginie, dans ce spectacle, je crois que j'ouvre beaucoup de chakras et de portes. Et ça fait du bien. Merci beaucoup Corinne Touzé pour nous avoir confié tout ça, et merci Emma Scali. Je rappelle qu'une journée particulière pour y revenir va se jouer la saison prochaine dans plusieurs centres dramatiques nationaux, dans une mise en scène de Lille au Bourg, avec Laetitia Castel-Roche, disait. Mais vous, Emma, vous êtes en préparation de 2 spectacles. On vous retrouve avec toute votre actualité, bien sûr, de comédienne et aussi d'auteur dans votre dernier livre, Série sur le divan. Et on va sur votre page Instagram, Emma Scali officielle, et on vous voit très souvent sur BFM. Voilà, tout est dit. Tout de suite, jusqu'à ce soir. Tout de suite, la chronique émotion de Nicolas Rafal. Merci beaucoup, Cyrielle. L'émotion de Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyrielle, bonjour Corinne Touzé. Bon, je vous propose qu'on se détende un peu. Oh oui, mais je suis très détendue. On va essayer, mais c'est pas dit. Je suis pas détendue. On se détend. Oh là là, on est émouvé. C'est pas facile. C'est une chronique qui s'appelle la chronique émotion, dans laquelle. Non, mais une belle émotion. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Dans laquelle on va se balader au gré de vos goûts, de vos goûts culture. Voilà. On démarre en musique, ça vous va? Yes. On a parlé de l'Italie avec une journée particulière. On va continuer avec l'Italie, effectivement, avec c'est bientôt l'été, bientôt les canicules. Voici un de vos morceaux préférés, Summer Wind, de Frank Sinatra. Là, on a envie tout de suite de claquer un peu dans les doigts. Frank Sinatra, Frankie, The Voice, né en 1915, disparu le 14 mai 1998, né de parents italiens. Surnommé également le gangster en raison de ses liens avec la mafia, un des chanteurs les plus influents du XXe siècle, son répertoire aux plus de 2000 chansons et aux 150 millions de disques vendus. Une carrière qui débute à l'ère du swing dans les orchestres de jazz de Harry James et Tommy Dorsey, membre bien sûr du Rat Pack aux côtés de Dean Martin et Sammy Davis Jr. Ces deux plots, ça ne veut rien dire, mais ces 2 plus gros succès, quels sont-ils? Strangers New York in the Night et My Way. My Way, issu de la chanson française de Claude François, Gilles Thibault et Jacques Revaux en 68. Il est ami avec Grace Kelly et sera le parrain de Stéphanie de Monaco. Ah oui. Voilà, tout en étant ami avec d'autres parrains de la mafia. Vous savez que la petite histoire dit qu'il transporta de l'argent mafieux des États-Unis vers la Havane au moment de la célèbre conférence de la Havane, non sans avoir déjoué de justesse la vigilance des douaniers. Il s'agenouillait parfois devant les grands de la mafia, prononçant la formule rituelle du respect italien « Bacio i mani », je vous baise les mains. Un chapitre transposé au cinéma dans Le Parrain de Coppola. Oui. Ce Summer Wind qu'on entend,
qui sera enregistrée plus tard avec Julio Iglesias et qui annonce l'été, est une chanson à l'origine allemande de 1965 qui parle du sirocco dans l'Europe du Sud et des changements de saison. C'est une chanson actuelle puisque vous avez entendu, l'Europe se réchauffe plus vite que le reste de la Terre. Très belle chanson en tout cas que ce Summer Wind. Deuxième choix musical de Corinne Touzé, Nicolas. Absolument tout Springsteen, de passage à Paris il y a 15 jours, le boss. J'y étais. Tougher, vous y étiez? Bon, évidemment. Tougher than the rest. Plus J'avais dur. pris mes places 1 an avant, donc pour vous dire. Ouais. Pardon. Non, mais je vous en prie. C'était bien le concert, ça allait? C'était génial. Bah voilà. Selon le magazine Rolling Stone, il figure à la 23e place des 100 plus grands artistes. Mais il est premier ou deuxième avec Sinatra, selon votre goût, Corinne Touzé. Entre The Voice et The Boss, votre cœur balance. Alors, comme Sinatra, il y a une maman italienne. On reste dans l'Italie. Et un papa irlandais comme le quartier mélangé où est né Sinatra dans le New Jersey. Ah, je savais pas. Ouais. Mais c'est en tombant un soir sur Elvis à la télévision que le jeune Springsteen a le flash. Subjugué par la gestuelle du King, il sera rocker. Alors ça, ce sera pour la gestuelle, car plus tard, il découvre Bob Dylan et sa virtuosité poétique. Il dira « Elvis a libéré les corps, Bob les esprits ». Alors il passe un casting, une sorte d'audition devant John Hammond, découvreur de Dylan 15 ans auparavant, né en 1972. Il interprète plusieurs titres à la guitare et il signe un contrat. 1977, le boss écrit une chanson pour le King, Elvis Presley. Mais le King meurt, le roi est mort, vive le roi. Springsteen découvre la boss mania. 1979, son goût pour le militantisme, déjà politique. Premier concert contre l'utilisation de l'énergie nucléaire. 1984, Born in the USA. C'est son tube, que certains ont vu comme un hymne à la gloire des États-Unis, une déclaration patriotique prônant l'hégémonie américaine, là où le ton se veut dénonciateur. Born in the USA raconte le retour pourtant au pays d'un vétéran du Vietnam et le rejet qu'il subit de la part de ses concitoyens. L'invocation du refrain plus teinté d'amertume que de fierté nationale. 1985, We Are the World avec sa voix rauque. We are the world. Je le fais bien. Ah, vous le faites pas mal. Hein. Pas mal, hein. Voilà, né dans un milieu modeste, Springsteen prend fréquemment la défense des laissés pour compte. Tourné en France en 1985, l'anecdote, il fait un chèque de $10 000 au bureau d'aide sociale de Saint-Étienne, une ville qui est sinistrée par la crise économique avec la fermeture de l'usine Manu France. Ah oui. Ouais, il était toujours élégant. Toujours on classe, a envie d'écouter Born in the USA, alors je ne sais pas si on peut essayer de la trouver, mais on aurait adoré l'écouter. Côté livre, Nicolas. Côté livre, je parle à nouveau effectivement de la pièce que vous mettez effectivement sur pied, Europeana, en disant de ce livre de Patrick Hourednick, dont le style est absolument dingue, fou. Un style dingue, détonnant, mêlant l'absurde du style à l'absurde, cette histoire du XXe siècle. Extrêmement érudit, mais écrit presque, je dirais, à la manière d'un enfant. Absolument. Avec énormément d'articles de coordination pour dire que l'homme, que la femme font ci, font ça, se sont comportés de telle manière. Alors j'ai quelques exemples que j'ai notés du livre. Je ne sais pas si vous en parlerez dans la pièce de théâtre. Je lis un exemple de Patrick Hourednick. À la fin du siècle, les hommes fumaient 3 fois plus que les femmes et conduisaient plus fréquemment l'automobile. Et les Américains et les Allemands avaient le plus grand nombre d'autos par habitant et les Grecs fumaient le plus grand nombre de cigarettes. Tout ceci est absolument véridique. Un siècle absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Tout est exact. Poursuite de l'industrialisation, meurtre de masse organisée, totalitarisme, espérance de vie dans les pays démocratiques supérieure à celle dans les pays communisme. Une nouvelle phrase d'Hourednick. Dans les pays communistes, les gens fumaient davantage parce qu'ils ne comprenaient pas bien pourquoi ils devraient atteindre un âge avancé. C'est vrai que c'est une phrase incroyable, mais bon, qui est vraie. Comme ça, Je dirais que c'est un langage nouveau, absolument nouveau. Je suis d'accord. Et une façon neuve, distanciée qu'il a eu de traiter l'aventure, si on peut l'appeler ainsi, du XXe siècle, l'aventure atroce de ce XXe siècle. On n'est clairement pas dans un style de livre d'histoire, et pourtant de cette histoire terrible, rien n'est oublié.
C'est quelqu'un qui a quand même traduit en tchèque Rabelais, Jarry et Raymond Queneau. Bravo. Je sais pas comment il a fait, j'ai pas lu les ouvrages. Moi non plus, j'ai pas eu de temps encore. J'ose imaginer que le résultat est absolument... C'est très pointilleux, très très précis, mais effectivement avec un humour féroce. Et on est face à un olni, un objet littéraire non identifié. Patrick Ourednik, disciple également de Beckett, qui lui aussi vivait à Paris. Et on peut pas oublier de dire que c'est un émule aussi, bien sûr, de Milan Kundera, qui avait comme humour, comme arme de défense face à la terreur, effectivement, un style incroyable. Je cite juste la dernière citation de Patrick Ourednik, le début de l'ouvrage. Les Américains qui ont débarqué en 1944 en Normandie étaient de vrais gaillards et mesuraient en moyenne 1m73. Et, toujours le et, si on avait pu les ranger bout à bout, plante des pieds contre crâne, ils auraient mesuré 38 km. C'est ma première phrase du texte. Voilà. C'est incroyable, je trouve, comme style. Voilà, Patrick décalé, c'est très décalé. Très décalé. Europeana, une brève histoire du XXe siècle de Patrick Ourednik, adaptée et mise en scène par Virginie Lemoine. C'est au théâtre du Chien qui fume du 7 au 29 juillet à Avignon. Merci beaucoup, Nicolas Rafal. Je crois qu'on va s'écouter Born in the USA. On va essayer d'écouter Born in the USA sur l'antenne de Radio J. Et on revient dans quelques minutes, juste après, avec Mata Gabin, avec également le jeudi on pense à votre santé, donc avec le docteur Serge Rafal, la séquence tac au tac et notre experte Judith Cohen-Solal. On revient dans un instant, après la pause, et puis le journal de l'info, et puis tout de suite de la musique, bien sûr. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Le 6-9, Léa Moscona. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Retrouvez-moi tous les jours à 7h45 pour l'invité politique. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. L'hôtel El-Konin Tel Aviv, le légendaire, le premier hôtel tel-avivien créé à Neve Tzedek. Avec son design élégant, luxueux, l'hôtel El-Konin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et ce n'est pas tout. L'hôtel El-Konin Tel Aviv vous propose l'époque,
Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël, la signature au bûchon, le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Eh oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00. 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Incontournable. – 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite le journal de l'information avec Alexandra Senigou. Bonjour Alexandra. Bonjour, à la une de l'actualité en Israël, le conseiller israélien à la sécurité nationale Tsari Hanegbi a rencontré à Jérusalem la sous-secrétaire d'État américaine Barbara Leaf, la responsable américaine qui a exprimé les condoléances de l'administration Biden au peuple d'Israël après l'attentat terroriste à Eli qui a tué 4 personnes. Ils ont discuté des moyens d'empêcher une escalade de la sécurité dans la région après les récents attentats contre des Israéliens et puis aussi des efforts visant à étendre les accords d'Abraham. Au chapitre sécuritaire, un porte-parole de Tsahal dénonce le déchaînement de violences de certains habitants d'implantation à Tourmoussaïa en Judée-Samarie hier. Des violences au cours desquelles un Palestinien a été tué dans l'après-midi. Les Israéliens ont incendié des terrains agricoles et des habitations peu après les obsèques des dernières victimes de l'attentat d'Eli. Il s'est adressé à la radio. C'est le contre-amiral Daniel Hagari qui s'est exprimé. Il reconnaît que les forces de défense israéliennes n'ont pas réussi à empêcher les émeutes qu'il décrit, je cite, comme très grave. Il parle d'un incident qui crée la terreur et l'escalade. Dans le reste de l'actualité sécuritaire, la maison d'un terroriste a été détruite par Tsahal à Naplouse. Il s'agit de celle de l'un des auteurs de l'attentat qui a tué le sergent Ido Barour l'an dernier. À noter qu'une frappe de drone israélienne a d'ailleurs tué 3 terroristes palestiniens hier soir en Judée-Samarie. Ils étaient sur le point de commettre un attentat contre des habitants d'implantation. Les éliminations ciblées sont-elles la solution à la vague de terrorisme? La réponse de Jacques Neria, ancien officier des renseignements militaires, ce matin sur Radio J. On va écouter tout de suite Jacques Neria. Dans un instant. Ou pas. Petit problème technique. L'actualité internationale, l'Iran a signé un accord de service de transport aérien avec les Émirats Arabes Unis. Un accord conclu au cours de la visite du ministre iranien des Affaires étrangères aux Émirats. Il viserait à organiser le transport aérien entre les deux pays et aussi à accroître les opportunités commerciales et touristiques à suivre dans les prochaines éditions. L'actualité en France, le leader de Reconquête, Éric Zemmour, porte plainte contre un dirigeant de la CGT pour antisémitisme. Le chef du parti d'extrême droite était venu présenter pour son dernier livre à Limoges hier. À la gare, il a été pris à partie par un cheminot qui s'appelle Frédéric Tronche qui lui aurait demandé s'il prenait le train pour Auschwitz. L'homme a été interpellé par la police et a même revendiqué son geste sur son compte Facebook. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a annoncé que le temps consacré à l'éducation morale et civique sera doublé dès la rentrée 2024. Le ministre a également stipulé qu'il y aurait une refonte des programmes consacrés à cet enseignement. On termine ce journal avec un mot de la guerre en Ukraine. Selon Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine est, je cite, le deuxième roi de l'antisémitisme après Hitler. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une interview à la BBC hier soir. Dans une vidéo postée ce matin sur son compte Twitter, le président ukrainien estime d'ailleurs que la Russie envisage un scénario d'attaque terroriste contre la centrale nucléaire de Zaporijia. Et merci beaucoup Alexandra Senigou, merci pour ce journal. On vous retrouve demain à partir de 14h sur l'antenne de Radio J. Et puis on va tout de suite progresser vers une petite page d'humour parce que ça fait du bien aussi après toutes ces informations. Et tout de suite, c'est le coup de fourchette avec vous, Mata Gabin. Bonjour Mata. Bonjour Cyrielle. Bonjour Madame Corinne Touzé. Bonjour Radio J. Bonjour à tous. Madame Touzé, ici à Radio J, j'ai consommé de l'humoriste. Ça se mange drôlement bien. J'ai dévoré du chanteur a cappella, fille ou garçon, tout me va. J'ai décortiqué un réalisateur sur ce plateau. J'ai fait mijoter un cuisinier aux petits oignons. J'ai englouti des acteurs à grand renfort de tirades gastronomiques. Manger ou ne pas manger l'invité, telle est ma mission. Mais pas de
panique, je laisse des morceaux. Vous n'échapperez pas à mon coup de fourchette, vous serez quand même aussi textuellement assaisonné. N'ayez crainte, vous ne sentirez pas la morsure, je compte vous préparer comme un bon garbure béarnais, spécialité de votre région. Madame Touzet, je ne ferai pas cette blague facile et tant attendue, entendue sur votre nom de famille. Quand j'ai dit à mes amis, je vais chroniquer Corinne Touzet, ils m'ont dit, ah Touzet, par toutatis, par pitié, soyez inventif, innovez. Je ne surferai pas sur cette humeur légère, cet humour délétère de fin de soirée quand l'inspiration s'est évaporée et que même le DJ fait des devinettes musicales en passant la chenille, remixée par David Guetto, le DJ inconnu dans le métaverse. Je connais ces blagounettes éculées, mes neurones en ont soupé. Mon prénom c'est Mata et des fois les gens me disent ah Mata Hari et je réponds oui déjà non et d'une et de deux si tu es plus inventif tu peux dire Matador. Là il me dit ah Matador, je dis non mais pas dans mon lit fichtre et c'est la 5678e fois qu'on me le dit ce mois-ci. Les vannes faciles c'est pas pour moi, ce sont des anecdotes dont on est rassasié. Je vais vous becter certes mais avec panache, avec classe, comme il se doit. On n'interpole pas comme ça une femme d'honneur, diantre. Ah là là, c'est beau. Vous carburez et sans vous reposer sur vos lauriers. Et ce n'est pas moi qui viendrai parler à la patronne de la laitue et qui viendrai lui raconter des salades. Non, si mes Batavia sont bien, j'essaye de vous les vendre. Sinon, vous allez me dire arrête ton char, baignure Mata de la Gabini. Moi, je connais les clowneries. J'ai fait l'école du cirque. J'ai fait mes classes comiques de Montréal à Dallas. Nous avons des points communs. Moi aussi, j'ai un père antillais. Moi aussi, je suis actrice. Moi aussi, je suis célibataire et fière de l'être. Bon, parce que mon mec m'a quitté, mais ça, c'est pas la question. Moi aussi, j'étais à la fac à Aix-en-Provence. Mais côté fac de droit. Ah oui. Pur hasard, alors que vous étiez côté fac de lettres. Ah oui, puis on n'était pas copains en plus. C'était pas les copains. Et moi, je voyais bien de l'autre côté, c'était ambiance Woodstock, les fleurs, l'encens. De mon côté, c'était ambiance Corbach. Des jeunes gens qui disaient « Oh, l'avenir est sans lendemain. Si les jours sont meilleurs, comment tu peux le savoir? C'est parce qu'ils étaient derrière toi. » Alors, ce qu'il me reste de ma fac de droit, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, je vais vous faire ma plaidoirie aujourd'hui. Votre honneur... Ce n'est pas moi. Fin de plaidoirie. Merci de me libérer. Merci beaucoup. Vous êtes libre, Mata Gabin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous étiez en spectacle jusqu'à il y a quelques jours. On espère que ça va revenir très vite. Et le 20 juillet prochain au même endroit. Paris de l'humour. C'est où? Rue Pradier. Dans le 19. Exactement. Ah, de mémoire. Merci Mata Gabin. Merci beaucoup. Merci. On vous retrouve bien évidemment en replay sur YouTube et sur radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. On se dit à la semaine prochaine sur Radio J pour la dernière semaine sur notre antenne. J'aurais aimé. Vous auriez aimé, vous n'êtes pas là jeudi prochain, c'est vrai. Bon, on va essayer de vous avoir un petit peu plus avec un petit bon moment. On va essayer de faire ça. Merci. Allez, tout de suite la suite de cette émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac avec vous, si vous le voulez bien, Corinne Touzet. Le tac au tac a déjà démarré, donc on va y aller. Qu'est-ce que la recette de l'amour? Je sais pas. Ok, il y en a alors pas, un petit joker. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Ah, vous buguez. Ah ben là, mais je suis prise de court. Vas-tu arriver à dire tout ton texte le jour de la première? Ah oui. Ça, je comprends que ça peut vous préoccuper. Une question un peu différente, même très différente, Corinne Touzet. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Et ça peut être sur la scène aussi. Alors là, il y a pléthore, mais mon rêve, c'est de voler. Je voudrais voir le monde de là-haut, mais sans avoir de kérosène dans un avion, si c'était possible, ce serait bien. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Je sais pas. La plus belle qualité humaine pour vous? L'honnêteté. Vos 3 grands plaisirs dans la vie? Alors, c'est le café dans le jardin, les pieds dans l'herbe le matin, les animaux et ma fille. Votre philosophie de vie? Avancer. Votre surnom, Corinne Touzet? Je sais pas, faut demander aux copains ça, je sais pas. Coco. C'est vrai? Au moins Coco. Ah mais c'est pas un surnom, c'est un diminutif. Oui. Je sais pas, franchement. Ok. Sérieusement. Votre prochain rêve à accomplir? Alors je voudrais prendre ma retraite.
Mais j'y arrive pas pour le moment. Ah bah oui, c'est pas un rêve, ça. Oui, c'est un rêve. C'est parce qu'en fait, je me suis mal exprimée, virgule, parce que je voudrais visiter tous les pays que je connais pas encore. C'est pas mal, c'est ça mon Et ça, c'est rêve, un beau rêve, voilà, ça c'est dit. Et pour terminer, le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer dans votre vie. Je vais simplifier parce que j'y ai déjà pensé à ça. Je vais dire merci. Merci. Merci Corinne Touzet. Notre émission continue et on pense à votre santé sur Radio J. À votre santé. Bonjour docteur Serge Rafal. C'est sérieux, c'est sérieux. Et là on est sérieux. Vous souhaitiez aujourd'hui, Serge, nous prodiguer cet après-midi quelques conseils utiles pour préserver ou récupérer une fonction cruciale, le sommeil. Et oui, on sait à quel point c'est important, altéré chez environ un tiers des Français, ce qui n'est pas sans conséquences personnelles et médico-socio-professionnelles, je crois savoir. En effet, Cyrielle, c'est une fonction essentielle. Elle fait partie de notre vie, de notre santé. Nous y consacrons le tiers de notre existence, entre les nuits, la sieste et puis quelques moments de somnolence dans la journée. Et on dort actuellement moins, 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Alors, il y a des multiples raisons, mais 20%, ce qu'a dit Cyrielle, 20 à 30% de la population, 20% a vraiment des troubles du sommeil profond, et le tiers, quand on fait des enquêtes, on s'aperçoit que les patients se plaignent en fait de pas dormir, d'un manque de sommeil ou d'un sommeil de mauvaise qualité. Et c'est vrai que le sommeil est une fonction extrêmement fragile et qui peut se perturber en durée et en qualité dès la moindre contrariété, a fortiori le moindre événement. Alors, il y a une question qui semble toute bête, docteur Serge Rafal, mais qui pourtant peut nous surprendre par sa réponse, c'est à quoi sert le sommeil? Ben oui, Cyrielle, parce qu'on a le sentiment que le sommeil, c'est une pause, mais pas du tout. C'est une phase extraordinairement importante de la vie et de la santé. C'est pendant la nuit qu'on se remémore ce qu'on a passé, c'est pendant la nuit qu'on assimile un texte. On se souvient quand on était petit, peut-être pour vous qui êtes comédienne, on le lit le soir pour mieux s'endormir. À la fois s'endormir et puis pour pouvoir le redonner le matin. Et c'est une phase qui est essentielle de régénération physique, de régénération mentale. Alors, on peut effectivement la supprimer, certaines de ces phases, en particulier par les médicaments. On a les moyens de faire dormir les patients, mais on sait que ces produits, outre l'accoutumance, ont des inconvénients sur un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions essentielles. Une question, on est tous très inégaux par rapport à la quantité de sommeil, docteur Serge Rafal, mais est-ce qu'il y a par exemple... Pas seulement à la quantité, Cyrielle, simplement au rythme. Il y a des couches tôt, il y a des couches tard, il y a des petits dormeurs. On disait que Napoléon dormait 4 heures par nuit, il y a des gros dormeurs, et c'est très difficile de passer de l'un à l'autre. Quand vous êtes quelqu'un du soir, vous avez du mal à aller vous coucher, et vous avez énormément de mal à vous lever le matin. À l'inverse, quand vous êtes du matin, vous levez. Là, je préparais cette rubrique, moi, très très tôt le matin. Je pourrais jamais la préparer à 23h. Et ça, c'est un rythme qui est quelque chose d'immuable, qui est très très difficile. Alors, parfois, on est obligé. Les conditions de la vie font que, on est couche tôt, puis obligé de bosser tard, ou vice-versa. Et ça a parfois des retentissements. On le sait sur du personnel qui travaille en 3-8 avec des horaires qui sont des horaires, Et il y a un certain nombre de pathologies qui vont apparaître, des troubles de l'immunité, des troubles métaboliques, de prise de poids, beaucoup de pathologies liées au fait qu'on n'est pas sur son rythme propre, son rythme circadien. Ça, c'est quelques conséquences d'un trouble du sommeil. Docteur Serge Rafal, est-ce que vous avez des règles, des conseils pour mieux dormir? Évidemment, le sommeil, je voulais dire quelque chose de très fragile, mais c'est quelque chose qui est très très ritualisé. Là, on vient de le dire, c'est important, on a un moment dans la soirée où vous êtes devant la télé
et puis vous dites je vais pas y arriver, je vais pas arriver au bout du film. Vous avez 15 minutes qui peuvent être des minutes un petit peu difficiles, et puis après vous avez 2 heures de tranquillité, parce que le sommeil en fait c'est des tranches de 2 heures. Souvent on assimile ça à un wagon, on a raté le wagon, alors vous avez parfaitement raison, c'est vraiment un train, et c'est 12 trains d'environ 2 heures, et ils passent vraiment à la même heure, hein. C'est pas comme la SNCF, c'est vraiment à l'heure, à la minute, à la seconde près. Et donc un des premiers conseils qu'on va donner, c'est de bien repérer ces rythmes-là pour savoir à quelle heure vous allez vous coucher, parce que je vous parlais du moment où vous êtes au début du film et où vous avez quelques difficultés, donc le train ça va être 2 heures après. Si jamais vous voulez prendre le train à 3 heures, vous allez peut-être attendre 1 heure le prochain, parce que ces trains sont diurnes, nocturnes, et vraiment toutes les 2 heures. Essentiels. Et c'est très très important. Par exemple, les navigateurs des courses solitaires sont enregistrés. J'ai appris pendant Roland-Garros que Djokovic était enregistré. C'est-à-dire, il faisait attention à l'alimentation, il fait attention à son sommeil, c'est-à-dire qu'il a eu des enregistrements et il sait à quelle heure passe le 12h50, le 14h50, et il peut à ce moment-là faire une très courte sieste d'1 quart d'heure, pouvoir s'endormir. Avoir une sieste, un moment qui est un moment de récupération qui est crucial, et si jamais il le faisait une demi-heure plus tard, il pourrait pas. Les navigateurs solitaires, là, sur des courses comme la course du Figaro, la course de l'Aurore, où ils sont plusieurs jours parfois sans dormir, ils ont quelques moments, ils sont bien évidemment enregistrés, donc il y a beaucoup d'études là qui ont été faites, et ils savent à quel moment ils peuvent s'endormir sans percuter un gros cargo et dormir juste 1 quart d'heure, mais qui est totalement nécessaire. Donc, pour répondre à votre première question, ce qui est très très important, c'est la ritualisation, c'est se connaître l'heure à laquelle vous allez vous endormir le plus facilement. Ça ne veut pas dire que vous allez faire 4 cycles ou 5 cycles, parce qu'avec l'âge, on en perd quelques-uns. Hein. Les adultes en durée, c'est de moins bonne qualité, c'est de moins longue durée, et puis de moins bonne qualité, bien évidemment. Docteur Serge Rafal, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, quelques petits conseils pour nous aider à trouver le sommeil. Des conseils médicamenteux ou des conseils... C'est vous qui décidez. Alors, je crois qu'il y a des conseils de base, notamment quelque chose qui semble stupide mais qui ne l'est pas du tout, c'est la qualité du matelas. Voilà, la qualité du matelas, la température de la pièce. Nous avons tous constaté qu'en période de canicule, vous avez un mal fou pour vous endormir. Donc la température corporelle est très très importante. Et si elle monte d'1 dixième ou de 2 dixièmes, vous allez être moins bien. L'alcool, ça donne une sensation d'avoir sommeil, mais c'est un sommeil de mauvaise qualité. Les viandes le soir, là aussi, vont monter un tout petit peu la température corporelle et vont vous empêcher d'avoir un sommeil de qualité. L'activité physique le soir, a fortiori si elle est intensive, elle va vous empêcher de dormir. Les joueurs de foot, les joueurs professionnels, tous vous disent qu'ils s'endorment pas avant 5 heures du matin. Et alors, l'excitation de l'activité physique et l'augmentation de la température corporelle. Docteur Serge Rafal, vous ne conseillez pas non plus les douches ni les bains chauds? Non, je vous ai dit que la chaleur était vraiment un... Non. Moi, ça m'embête maintenant. Moi, ça m'embête, ça. La douche chaude, la douche... douche froide, alors. Le soir, et en particulier par le bain, et en apportant le sentiment que c'est très très relaxant. Beaucoup de gens le font, en fait. Mais ça va augmenter votre température corporelle, et vous allez avoir du mal à vous endormir. Et docteur Serge Rafal, est-ce qu'on doit se faire accompagner par des médicaments si on n'y arrive pas? Lesquels prendre, lesquels éviter? Les médicaments, je dirais, on a les moyens de faire dormir. Quand les patients viennent en consultation, on leur explique bien évidemment, je peux vous faire dormir. L'anesthésie générale, c'est un sommeil qui est un sommeil très très profond. Donc on a tous les intermédiaires entre 3 granules homéopathiques et un sommeil qui est un sommeil véritablement profond. Le problème des hypnotiques, le problème des tranquillisants, ce sont des produits qui ont des effets indésirables. Ils sont bien évidemment efficaces chez la majorité des patients, mais ils ont des inconvénients à court terme qui peuvent être la somnolence. Vous prenez quelque chose pour dormir chez personnes âgées, peuvent se lever la nuit pour faire pipi, puis il y a beaucoup de chutes avec parfois des accidents qui sont des accidents graves. Ces inconvénients-là, et puis des inconvénients médicaux. On les a accusés, on a accusé les tranquillisants d'être peut-être responsables ultérieurement de maladies neurodégénératives. En fait, je pense que c'est l'âge qui est le facteur déterminant des maladies neurodégénératives, mais c'est pas la peine de rajouter les médicaments. Donc,
on a ces solutions, mais les patients, à juste titre, ils ont un tout petit peu peur, et les pouvoirs publics, ils ont peur de ces médicaments, parce que dans les 3000 morts, 3500 morts sur les routes, on considère que 1000 sont liés à des médicaments, à des psychotropes, et parfois à des tranquillisants ou des antidépresseurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre qui a le moins de risques, qui est le plus naturel possible pour éviter d'avoir ces angoisses? Alors, on voit, les patients vont aller de l'homéopathie, la mélatonine par exemple, à la mélatonine. La mélatonine a été un produit qu'on a depuis une cinquantaine d'années, qui est un produit qui resynchronise les rythmes les tisanes biologiques. Aussi, moi je prends de la valériane. On commence la phytothérapie, voilà, vous l'évoquez, il y a un certain nombre de plantes qui sont des plantes sédatives. Absolument. La valériane, c'est pas très bon au goût, mais sinon le tilleul, ça aide, l'aubépine, la passiflore. Il y a une plante qui fait bien dormir, qui est l'escolzia. Et alors, la tisane est la forme la moins concentrée, si vous voulez, de plantes. Alors après, vous pouvez avoir des plantes, des extraits secs, qui sont déjà un petit peu plus concentrés, ou des formes liquides, qui sont soit les teintures mères, soit des suspensions de plantes fraîches, soit des extraits fluides. Vous voyez, on a tous les intermédiaires avec des différents. En conclusion, docteur Serge Rafal. En conclusion, le sommeil est une fonction qu'il faut absolument préserver avec les moyens le plus naturels possible. Merci beaucoup, docteur Serge Rafal. C'était la dernière chronique. Je viens de le réaliser, la dernière de la saison sur l'antenne de Radio J. Et c'est ça, on termine sur un bon sommeil, mais vous serez avec nous la semaine prochaine quand même pour la dernière émission de la saison, comme vous venez de le dire. Merci beaucoup, docteur Serge Rafal, de prendre soin de nous tous les jeudis à 16h10 sur Radio J et dans Réfoua tous les mardis soirs sur l'antenne. Merci beaucoup. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et alors, on se l'est dit en off, Corinne Touzé, vous m'avez dit il y a une surprise, je crois savoir ce que c'est. Moi, j'intitule ça la surprise, mais je ne sais pas si ça l'est, c'est un portrait de vous. Ah non, je savais puisque, à ma gauche, il y a Judith Cohen-Solal qui a pris des notes, qui vous a écouté attentivement depuis le début de cette émission. Et il y a un joli portrait, mais qui est toujours très bienveillant, soyez rassurés. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Corinne Touzé. Eh bien, d'abord, j'ai compris pourquoi est-ce que Femme d'honneur, ça continue toujours à avoir autant d'effets, et c'est tout le temps diffusé et rediffusé. J'avoue, ça m'est arrivé de vous rencontrer à travers Femme d'honneur. Eh bien, je comprends très bien, mais parce qu'en fait, ça vous correspond. C'est pour ça que ça marche. Bah oui, parce que vraiment, là, aujourd'hui, à travers tout ce qu'on a entendu, alors il y avait le côté femme clown, et je trouve que ça va bien ensemble, en fait. Donc moi, j'ai écrit femme clown, femme d'honneur. Parce que il y a ce côté qui peut prendre les choses en dérision et qui ne se prend pas au sérieux. Et c'est vraiment très particulier, je trouve, chez vous. Et bon, d'abord en tout, je dirais que le mot clé, c'est rencontre. Vous avez tellement parlé de rencontre, et il y a apparemment tellement de choses dans votre vie qui se sont faites et décidées parce qu'il y a eu des rencontres. Ça veut dire qu'il y a une capacité de rencontre, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et une capacité d'apprendre de tout un chacun, des gens, et d'en faire quelque chose qui va vous faire avancer dans la vie et qui va vous faire réaliser des choses. Parce que vraiment, il y avait Yves Quiono, vous avez dit rencontre avec Jean-Claude Roux, rencontre avec cette Marion qui vous avait fait des choses, la rencontre avec la communauté juive. Alors bon, tout ça, c'est quand même... Et vous dites, je pensais comme ça, et puis j'ai rencontré quelqu'un. Ça veut dire que vous avez une capacité vraiment... Je suis curieuse. C'est mon plus gros défaut, qualité, mais je suis curieuse. Mais c'est vrai, mais curieuse, on peut juste emmagasiner des choses. Et peut-être que le sens de la rencontre, c'est vraiment d'avoir une forme d'écoute qui permet non pas de théoriser, mais de faire avec, donc de travailler avec. Et je pense que le deuxième mot-clé, c'était le travail, parce que vous venez d'un milieu, donc vous avez dit, qui n'est pas du tout lié avec celui du spectacle. Ensuite, vous étiez du spectacle de rue, clown, et hop, vous êtes passé à la télé, puis au théâtre. Et donc tout ça, ça demande beaucoup d'adaptation, donc et de travail. Donc vous n'avez pas dit,
ça s'est fait comme ça. Non. Voilà. Les séries télé, je le redis quand même, sur les séries télé où les gens disent, ils sont payés super cher. On travaille 14 à 15 heures par jour pendant des années. C'est pas juste on claque des doigts et on est filmé. C'est pas ça. On voit bien que il n'y a pas de secret. Voilà. Et ce goût du travail vous rend d'une certaine manière humble parce que il y a cet engagement humanitaire qui est plus fort. D'ailleurs, vous dites, c'est pas le spectacle le plus important dans la vie, c'est les combats que je peux mener. Et donc, si en faisant du spectacle, ça permet de le faire. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui vous anime très fort, très humain, puisque la rencontre aussi, c'est quand même dans l'humain. Et donc, j'ai senti une forme d'humilité et cette idée. Alors, c'est pas de manière négative, mais c'est comme si vous étiez pas sûr de vous. Et je vois ça à travers le tac au tac, parce que là, je sais pas. Je sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était assez formidable parce que vous n'avez pas de phrase toute prête à asséner. Et vous n'avez pas de poncif. Ça qui est bien. Voilà. Vous n'avez pas de poncif et de certitude à dire c'est comme ça doit être ça doit pas être ça. Ça c'est quand on s'est beaucoup planté dans la vie aussi. Et c'est la remise en question perpétuelle dont nous parlait Corinne Touzé en démarrage. Voilà, c'est tout à fait ça. Et vous avez le courage aussi de parler de vos échecs et de dire qu'on apprend de ces échecs. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même tout à votre honneur. Vous voyez, on revient sur le mot honneur. Et donc, la plus belle qualité, vous avez dit, pour vous, c'était l'honnêteté. Bon, sans douter un petit peu. Vous êtes très entière. Vous êtes là un peu trop. avec vous-même. Bon, mais c'est ça qui fait et votre charme et votre force, je pense. Ça va avec l'hypersensibilité. Donc, voilà, cette manière d'être en doute et de ne pas assaimer de certitude et à la fois de sentir les autres et de pouvoir apprendre, toujours apprendre. D'ailleurs, ça vous garde jeune, parce que quand on vous regarde, on ne sait pas du tout quel âge vous avez. Et la femme d'honneur, ça pouvait être hier. Parce que là, vous avez dit, ça fait longtemps. Franchement, c'est pas du tout. Oui, c'est pas... 14, on est en 2023. Franchement, je vous rejoins on est d'accord. Totalement. Là, vraiment, il y a quelque chose de très c'est génétique. fort. C'est merci mamie. Mamie est là-haut. Bon, en tout cas, merci à qui, je ne sais pas, mais merci à vous d'abord, parce que c'est pareil. Là, c'est toujours grâce à quelqu'un d'autre. Vous avez remarqué, c'est grâce à quelqu'un d'autre. Votre travail, vous, c'est la force. Et d'une certaine manière, c'est comme si vous étiez jamais en train de vous lancer des fleurs. Donc peut-être que ça fatigue. Je me fatigue moi-même. Voilà, finalement, ça fait beaucoup d'énergie. Peut-être qu'il faut se laisser un peu plus. Qui me regarde, donc qui est en train de m'analyser en même temps. Mais alors, il analyse pas. Mais non. Non, vraiment, moi, je pense qu'il faut être plus indulgente et plus reconnaissante avec vous-même, puisque vous avez dit cette phrase-là, fière et reconnaissante du succès. Mais il faut être aussi reconnaissante, je pense, de vous-même. Vous avez raison, c'est très important. Et voilà, je finirai avec une petite pensée des sages, puisque vous avez dit que vous aimez bien le lien avec la communauté juive. Vous avez parlé de la Shoah, et donc quelque chose qui est fort. Puis vous avez ce spectacle qui traverse le siècle, et dont vous avez dit que justement c'était une part importante. Donc, mais il y a aussi tout l'enseignement qui n'est pas que tragique. Absolument. Et donc dans les maximes des pères, qui s'appelle Pirkei Avot, il y a on dit qui est un héros, donc Ezeu Gibor, Akover et Yetzoro, c'est-à-dire qui est un héros, c'est celui qui sait dompter tout ce qu'il a en lui, que ce soit les pulsions destructrices comme celles qui sont constructives. Je trouve que ça va à merveille. Miwa Shir, c'est cool. Asamer Bechelko, donc qui est riche, celui qui sait se réjouir de ce qu'il a. Et vraiment, c'est tout moi, on est d'accord que c'est tout moi. Et on finit par le plus. C'est trop bien. Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam, qui est un homme sage, celui qui apprend de tout un chacun. Voilà, trop bien. Mais je l'emmène ça. Là, oui, avec plaisir. C'est trop bien. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. C'est la fin de cette émission avec vous, Corinne Touzé. Merci beaucoup d'avoir été à notre 1h30, vous vous rendez compte? C'est trop cool. Et on est, je crois, les seuls sur la bande FM à faire 1h30 d'émission avec un invité en fil rouge comme ça. Donc le fait que vous disiez que c'est trop court, c'est un très joli compliment. Oui, parce qu'on sent bien, on a envie de rester, on a envie de parler, de discuter. Non, c'est super, ça fait du bien. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de votre premier seul en scène Europeana, une brève histoire du XXe siècle de Patrick Ourednik. C'est mis en scène par Virginie Lemoine. Et je l'ajoute quelque chose de très important parce que je coproduis avec une femme qui est à la tête d'une société qui s'appelle
s'appelle Art et Spectacle et je tiens à la saluer. Elle s'appelle Nelly Correa. Eh bien, on l'embrasse et vous serez au Théâtre du Chien qui fume du 7 au 29 juillet à Avignon. Merci avant de vous retrouver à Paris, on l'espère très fort. Merci d'avoir été avec nous, Corinne Touzé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à mes chroniqueurs. Merci à Philippe Sinclair et Arthur Béjot à la réalisation audio et vidéo de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis surtout. Et rendez-vous lundi dès 15h avec Bernard Ménez sur l'antenne de Radio J.